Et les experts sont tous autour de Pierre de Villeneuve. Et oui, ils sont là les experts d'Europe 1, Axel de Tarlet pour l'éco, Alex Taylor pour l'Europe, David Doucan pour la politique et Maud Descamps pour l'innovation. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour Pierre. Buongiorno. Parliamo italiano, hein. Alors, en français quand même, d'abord l'économie, mon cher Axel de Tarlet, parce qu'il ne s'en sortira pas en italien. La fin des sacs plastiques sera effective au 1er avril donc, de l'année prochaine. Oui, parce que la mesure devait entrer en vigueur le 1er janvier de 2016 et comme l'a révélé hier le JDD, cette décision a été repoussée de 3 mois. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué, parce que les sacs, il y en a partout. Il y en a dans les jouets que vous achetez, il y en a même autour des journaux, il y a des films plastiques. Quand vous achetez des magazines, oui, vous n'avez jamais acheté un magazine, il y a un film plastique, oui. voilà, bon. Un blister. Il y a un blister, il y en a. Donc c'est un sujet très vaste. Et donc, alors à partir du 1er avril 2016, ce sont les sacs plastiques à usage unique. Vous savez ce qu'on vous donne chez les marchands à la caisse. Donc ce sont eux qui seront interdits. Alors c'est déjà le cas. J'arrive jamais à les ouvrir. Je crois que je n'ai pas assez de. Voilà. Et donc maintenant vous devrez venir avec votre cabas pour. Vous arriverez à ouvrir voilà. sans problème. Et les autres sacs plastiques, à partir du 1er janvier 2017, ce seront les sacs plastiques, vous savez, qu'on vous donne quand vous achetez du saumon, quand vous achetez des tomates. Là, vous n'allez pas repartir avec votre saumon dans la main. Donc, il faudra inventer d'autres sacs plastiques, mais qui seront cette fois biodégradables, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus faits à partir de pétrole, mais ils seront faits à partir de blé, de maïs. Enfin bref, on pourra peut-être les manger d'ailleurs, du coup. Voilà. Exactement. À partir de sacs et avec cette double décision, eh bien, pas parce qu'en Angleterre, ils ne sont pas interdits, ils sont vendus, les sacs. Et tout ça pour dire qu'avec cette double décision, la France sera à l'avant-garde, sera l'un des pays. Puis vous savez, on va bien au-delà des recommandations de la directive européenne. C'est d'ailleurs une maladie française. Dès qu'il y a une norme, nous on la fait à fond. Alors même si quand même c'est pour la bonne cause, puisque les sacs plastiques, vous savez combien par personne nous en utilisons ? 200 par an, par personne, 200 sacs plastiques. Et comme dit Ségolène Royal, on s'en sert en gros 4 minutes, un sac plastique, mais il met 4 siècles ensuite à se dégrader dans la nature, à se décomposer. Et malheureusement, on les retrouve dans les arbres, et on les retrouve, j'ai appris ça, c'est très triste, on les retrouve dans les océans. Et figurez-vous que les pauvres petites tortues de mer les mangent, croyant qu'il s'agit de méduses, et en mangeant les sacs plastiques, eh bien, elles s'étouffent. Voilà, donc grâce à cette nouvelle norme, eh bien, nous allons sauver les méduses. Et donc, vous avez compris, Pierre de Villeneuve, la prochaine fois que vous allez faire des courses, je vous ai amené le cabas de ma grand-mère et vous pourrez ramener vos commissions avec ce cabas. Merci pour ce beau cadeau, mon cher Axel. Mon cher Alex, et moi en Italie à propos du foot féminin. Oui, l'une des principales équipes de foot féminin, Sporting Locri, qui occupe la 4e position dans la Ligue des femmes, vient de fermer après avoir reçu plusieurs menaces de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise. Les menaces ont commencé mi-décembre et ce week-end, le président, car c'est un homme, a vu ses pneus crever avec une lettre menaçant la vie de son enfant. Il vient d'annoncer donc sur la page web hier le club fermé pour dignité. Le préfet de la région met sous escorte policière les dirigeants du club et moi partout de la part de différentes fédérations sportives du pays avec des messages de soutien ce matin dans la presse de la péninsule, appelant les dirigeants à revenir sur leur décision de fermeture. Pourquoi est-ce que, Alex, la mafia s'intéresse de plus en plus au sport ? C'est évident, c'est parce que c'est une affaire très juteuse. Je reprends toujours des chiffres pour Axel de Tarlet. Le foot représente un chiffre de 13 milliards d'euros, ce qui en fait l'une des 10 premières industries italiennes. L'une des 10 premières industries italiennes. La 'Ndrangheta est le plus puissant syndicat criminel du pays. Sa richesse est basée largement sur l'importation de cocaïne depuis l'Amérique du Sud. Et le foot, en mai déjà, Matteo Renzi avait lancé un appel à un pacte national pour nettoyer en profondeur le foot italien. Avec l'arrestation de 70 personnes, on a appris qu'on paye certains joueurs jusqu'à 60 000 euros par match pour fixer le score. Mais là, c'est un peu différent. C'est visiblement du machisme quelque part. Mais paradoxalement montre que le sport féminin commence à avoir du poids si la mafia s'y intéresse. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une victoire quelque part pour le féminisme. En tout cas, si l'Italie était un pays machiste, on le saurait. C'est vous qui assumez la responsabilité de mes propos, comme d'habitude, voilà. Évidemment. Mon cher David Doucan, la déchéance de nationalité, on va en parler. C'est la polémique. Je disais que vous aviez des nouvelles fracassantes, mais parce que la polémique est repartie de plus belle hier, après que Manuel Valls a dit qu'une partie de la gauche s'égarait au nom de grandes valeurs, de quoi entraîner bien sûr la fureur de ce qu'on appelle les éléphants, les dignitaires, Martine Aubry, Jean-Marc Ayrault, Paul Quillès. Mais malgré cela, vous nous dites ce matin que le président pense qu'il va réussir à obtenir la majorité des 3/5 au Congrès pour faire adopter sa réforme et donc que, contrairement au bruit qui court depuis quelques jours, il n'envisage pas du tout d'avoir recours au référendum. Oui, c'est une porte que je vous invite ce matin à fermer à double tour. D'abord parce que François Hollande n'en veut pas. Le référendum,
C'est son traumatisme personnel. Je veux parler de celui de 2005 où il avait fait campagne pour la Constitution européenne avant d'être cruellement désavoué par le peuple. Depuis, il nourrit non pas une méfiance mais une aversion pour ce mode d'interrogation des électeurs. Ensuite, et c'est presque le plus intéressant, François Hollande considère qu'il n'aura pas besoin d'y recourir. Attention, en aucun cas au Palais, on ne pense que ce sera une partie de plaisir. On sait qu'il va falloir mener une âpre campagne auprès des parlementaires pour obtenir cette fameuse majorité des 3/5. Et le président fait le pari que les voix de Martine Aubry, Jean-Marc Ayrault, Benoît Hamon, Cécile Duflot, etc. ne porteront pas suffisamment loin, n'arriveront pas jusqu'aux oreilles de la masse des députés et sénateurs socialistes parce qu'elles se fracasseront sur un mur, celui de l'opinion publique. 94% des Français sont favorables à la déchéance, répète inlassablement un conseiller du président, et il ajoute « ça n'a pas échappé aux parlementaires ». Comprenez, les élus, quand ils ont le choix entre ce qui plaît au peuple et les grandes valeurs, choisissent souvent ce qui plaît au peuple. Mais alors ce débat parlementaire, David, commence début février. Cette campagne dont vous nous parlez, qui va la mener ? 5 hommes. Manuel Valls, bien sûr, Jean-Christophe Cambadélis, le chef du parti, les 2 patrons de groupe, Bruno Le Roux et Didier Guillaume, mais surtout François Hollande lui-même. Courant janvier, il va présider comme chaque année une dizaine de cérémonies de vœux, à chaque fois à l'occasion d'un discours, et à chaque fois, ce sera un discours de campagne pour sa réforme. Et ça commencera dès jeudi avec les vœux aux Français du 31 décembre. Sachez qu'il les prononcera depuis le salon Napoléon III. Alors là, vous allez tous me dire, voilà une information tout à fait anecdotique. David, merci pour tout. Eh bien, ce n'est pas anecdotique du tout. Ça résume tout. Parce que c'est depuis le salon Napoléon III qu'il s'était exprimé solennellement au moment des attentats, le 13 novembre dans la nuit, le 14 novembre, mais aussi les 7 et 9 janvier. Un de ses proches conclut « L'esprit de Noël a peut-être soufflé sur certains responsables politiques, mais pas sur nous. Nous n'avons pas oublié que la menace est toujours là et on fera tout pour protéger les Français. » L'art de la symbolique avec François Hollande. Mais mathématiquement, David, c'est possible d'atteindre cette majorité des 3/5? Oui, c'est possible. Les 3/5, si vous faites le calcul, ça représente 555 parlementaires, députés et sénateurs confondus. François Hollande fait le pari que la droite votera massivement pour sa réforme. Il considère qu'il réussira malgré tout à convaincre une bonne partie des députés socialistes. Et donc, dans ces conditions, oui, les 3/5 sont atteignables. Merci David Doucan. À tout à l'heure, 8h20 pour l'interview politique. Allez, on innove avec vous, ma chère Maud Descamps, et une toute nouvelle technologie dans les avions. C'est du rêve. Oui, une technologie qui vous propose de voyager littéralement la tête dans les nuages. Ça s'appelle Skydeck, qu'on peut traduire, Alex, par Deck, c'est étage comme double decker, c'est les bus à 2 étages, donc la tête dans les étages. La tête dans les étages, l'étage dans le ciel. Alors l'idée est très simple, c'est de permettre aux passagers d'un avion de ligne ou d'un avion privé de prendre place dans une bulle de verre posée sur la cabine de l'avion pour avoir une vue panoramique sur le ciel en plein vol. Donc c'est un peu comme une verrue sur la carlingue. Oui, un peu comme une verrue sur la carlingue, c'est exactement ça, une bulle en forme de lame qui ne brise pas l'aérodynamisme de l'avion, ça c'est essentiel. Alors comment ça fonctionne ? Vous vous asseyez dans un fauteuil, ce fauteuil monte un peu comme un ascenseur jusqu'au plafond de l'appareil, là où on a placé la bulle de verre. Vous montez jusqu'à sortir de l'habitacle de l'appareil, simplement protégé par la capsule transparente en matériaux ultra résistants. Et là, le spectacle est fabuleux, vue panoramique sur le ciel, et vous pouvez même, grâce à une petite télécommande, faire pivoter votre fauteuil et admirer la vue à 360 degrés. Mais alors le but, c'est de passer tout le vol dans le ciel ? Alors non, en fait, la société qui a développé cette technologie l'a imaginé un peu comme une animation à bord de l'avion, une sorte d'attraction dont les passagers pourraient bénéficier au cours du vol. Et on peut déjà le tester ou pas ? Alors non, pas encore. Il faudra attendre les commandes des compagnies aériennes. Elles devront quand même débourser entre 9 et 22 millions d'euros, des chiffres pour Axel, pour équiper donc un appareil. Alors ce n'est pas donné, mais qu'un appareil, ça va 100 millions, voilà, ça fait 20% du prix en plus. C'est assez cher quand même, mais cet investissement, nous dit le constructeur de Skydeck, pourrait être amorti en faisant payer l'attraction à bord de l'avion, une sorte de ticket VIP dont on ne connaît pas encore le prix, évidemment. Eh ben oui, mais ça sera très très drôle quand on connaîtra le prix de cette plaisanterie. Merci beaucoup, Maud Descamps. Rideau sur les experts.